Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour cette quasi-dernière session. Donc, je serais content de discuter de ce sujet qui peut paraître un peu spécialisé pour les gens qui font du TAVI, mais vous allez voir que c'est une situation très fréquente et qui vous concerne tous finalement dans les indications qui sont portées sur vos patients. Donc, on va de façon peut-être moins construite que Gaëtan et Antoine, essayer de faire un peu de ping-pong entre nos opinions aux uns et aux autres, en l'occurrence Kamel et moi-même, sachant que sur beaucoup de choses, on est en fait relativement d'accord. Alors, est-ce que, première chose, je vais vous donner quelques éléments, j'allais dire, d'études et d'éléments statistiques. Alors, est-ce que c'est une situation fréquente, la problématique du TAVI et de atteintes coronaires? Alors oui, c'est très fréquent. Vous en doutez, c'est une population âgée, c'est une maladie dégénérative, donc il y a beaucoup de prévalence de coronaropathie. Quand on regarde dans les études, les études ici randomisées, alors vous voyez, celles qui sont le plus à gauche de l'écran sont les plus anciennes, hein, les études que vous connaissez bien, parce qu'on en a parlé souvent de Partner sur des malades. Partner, c'était pour la valve Edwards, et puis les corps valves extrême risque et corps valves haut risque. Ça, c'est des patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, où le TAVI était donné en rescue pour des malades qui n'avaient pas d'option thérapeutique. Et vous voyez que la prévalence de la maladie coronaire dans cette population à haut risque ou à contre-indication chirurgicale était très élevée, plus de 60%. Dans les études plus récentes, alors c'est Partner 2, qui est des risques intermédiaires sur TAVI. Vous voyez, c'est la même étude sur les malades à risque intermédiaire avec la valve auto-expandable. Et puis vous avez Partner 3 et l'Evolute low risk, donc c'est les malades risque intermédiaire et bas risque. Ben, vous voyez, c'est des malades un peu plus jeunes. Ils sont à moindre risque et donc par définition, ils ont une prévalence de la maladie athéroscléreuse coronaire qui est un peu plus faible, qui reste quand même autour de 20-25%. Et puis quand on regarde les registres tout venant, hein, c'est l'ensemble des populations qui sont traitées par TAVI, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, ben, vous voyez, à peu près la moitié des malades ont une atteinte ou des atteintes coronaires. Je passe sur la définition qui est utilisée dans chacun de ces registres sur qu'est-ce que c'est qu'une atteinte coronarienne dans le TAVI. En général, c'est des artères de au moins 2,5 mm de diamètre avec des sténoses supérieures à 50%. Donc c'est une situation fréquente. Que nous disent les guidelines sur ce qu'il faut faire de ces malades? Donc il n'y a pas de guidelines sur la stratégie jusqu'à maintenant. Il y aura des nouvelles guidelines probablement cette année, mais il n'y a pas de guidelines spécifiques sur la problématique que faire des lésions coronaires chez les patients TAVI. Alors on peut, par analogie, dans les guidelines sur les valvulopathies qui reprennent les indications reconnues, vous voyez que vous avez des recommandations de grade 1 et 2A. Quand vous allez opérer un malade d'une valvulopathie, qu'elle soit d'ailleurs mitrale ou aortique, il semble de bon ton, s'il a des sténoses coronaires de plus de 70%, voire de plus de 50%, de le ponter dans le même temps opératoire. Ça paraît logique, mais il n'y a aucune étude qui le démontre. Hein, c'est un niveau de recommandation grade C, donc c'est l'avis des sachants. Hein, les gens qui disent oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas d'étude qui démontre ça. Dernière case, c'est l'angioplastie. Quand vous faites un TAVI, vous voyez, c'est une recommandation pareille, de niveau C, mais 2A, qui dit quand vous faites un TAVI, ça paraît pas mal quand il y a des sténoses de plus de 70% sur les segments proximaux, de traiter ces lésions coronaires quand on fait un TAVI. Alors par analogie, je vous ai dit, il n'y a pas de recommandation vraiment claire pour le TAVI. Il y a quand même deux études qui nous donnent des indications par analogie avec la chirurgie. C'est l'étude sur TAVI. Sur TAVI, c'est avec la valve auto-expandable, donc qui couvre un peu les coronaires. Et je vous rappelle qu'une des angoisses au démarrage du TAVI, c'était que vont devenir les coronaires. Comment on va pouvoir réaccéder aux coronaires? Est-ce qu'on ne va pas boucher les ostias du tronc commun et de la coronaire droite? Donc sur TAVI, c'est des malades à risque intermédiaire. Et il y avait été préspécifié dans l'étude un sous-groupe qui avait une atteinte coronaire. Et donc on compare TAVI plus angioplastie versus chirurgie plus pontage. Et dans cette étude, finalement, le fait d'avoir des malades coronariens et de les dilater avant le TAVI ne montrait pas de différence avec la stratégie chirurgicale. Et une étude plus récente, 2025, en janvier, là, dans le Lancet, une étude qui a été interrompue avant
d'avoir inclus tous ces patients parce que le DSMB de l'étude a décidé qu'il y avait une trop grande différence entre les deux groupes qui imposait d'arrêter l'étude. C'est une étude qui comparait l'angioplastie guidée par la FFR dans le TAVI versus la chirurgie associée au pontage. Et l'étude a été arrêtée pour excès de mortalité dans le groupe chirurgical. Il y avait 0 mort dans le groupe de TAVI FFR, et puis il se trouve qu'il y avait quelques morts, donc une dizaine de pourcents dans l'autre groupe. Donc l'étude a été rompue à peu près à la moitié des inclusions de patients. Alors elle a été assez discutée, parce que dans le critère principal de l'étude, il y avait des questions de saignement qui n'avaient pas forcément leur place. Mais l'argument est de dire que, vous voyez, l'association TAVI plus angioplastie est une alternative tout à fait possible, et l'existence de lésions coronaires ne change pas le fait que le TAVI peut être indiqué. Alors, jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas de données spécifiques sur angioplastie et TAVI. C'est de la recommandation grade C. Sauf que est sortie cette année, en 2024, une étude randomisée, qui s'appelle l'étude Notion 3. Notion, c'est le NO, c'est pour les pays nordiques. Ils ont fait Notion 1, Notion 2. C'est des études qui sont très bien faites, comme savent les faire les Danois, parce que c'est un groupe danois. Qui est indépendant des constructeurs de valves, donc c'est des études qui sont investigator initiated. Et eux, leur question était simple, c'est une étude randomisée, 450 malades, les sténoses, c'est des vraies sténoses, vous voyez, 90% de sténoses angiographiques ou FFR de moins de 0,8 sur des artères de plus de 2,5. Ils ont exclu les malades avec espérance de vie trop courte, et ils ont exclu, mais c'est intéressant de noter, c'est les sténoses du tronc commun. Or, dans le TAVI ou dans le rétrécissement aortique en général, vous avez des sténoses du tronc commun, qui sont d'ailleurs pas toutes athéroscléreuses, comme vous savez, qui sont plutôt des maladies du culot aortique et presque d'extension des calcifications de la valve qui viennent boucher le tronc. C'est un peu particulier comme sténose. Mais ces cas-là ont été exclus, et pour répondre de façon indirecte à la question tout à l'heure, dans tous ces cas-là, la revascularisation complète a été encouragée. Et le critère de jugement, c'est la mortalité, l'infarctus, la nécessité de revasculariser en urgence ces malades. Et ils ont été suivis pendant 1 an. Alors, que dit l'étude ? Vous voyez, il y a presque 5 ans de suivi. L'étude est positive, montrant que c'était intéressant de traiter les lésions coronaires dans le TAVI. Vous avez une diminution significative des décès toutes causes de l'infarctus du myocarde ou de la nécessité de revascularisation urgente. Vous voyez, la courbe se creuse un peu au-delà de la première année. Et sur quels paramètres c'est positif ? Sur la mortalité, c'est non significatif. Il y a une petite tendance, mais vous voyez, il n'y a pas de significativité. Donc, ça ne change pas la mortalité des patients. Par contre, vous avez moins de risque d'infarctus et moins, bien sûr, quand vous avez dilaté les artères avant, vous avez moins de risque de les dilater en urgence plus tard, comme souvent dans les études d'angioplastie. Donc, il y a un bénéfice. Vous voyez, mais qui porte sur des critères, on va dire, qui ne sont pas négligeables, l'infarctus et la revascularisation urgente, mais pas sur la mortalité. Alors, quand est-ce qu'ont été faits ? C'est intéressant de regarder le détail de cette étude, parce que je pense que Kamel reviendra là-dessus, puisque la question, c'était aussi de dire quand est-ce que l'on fait l'angioplastie chez ces malades. Dans cette étude-là, les 3/4 des angioplasties ont été faites avant le TAVI, et pendant longtemps, avant de faire le TAVI, on dilatait tout. Dans les premières années du TAVI, on respectait 3 mois entre les angioplasties et la pose du TAVI, et toutes les artères, toutes les sténoses devaient être dilatées. Bon, maintenant, les gens font un peu plus light, c'est-à-dire qu'on fait que les segments proximaux des artères, et sur des patients qui ont éventuellement une FFR positive. Vous voyez, pour un peu plus de 15%, 17% des malades, l'angioplastie a été faite pendant le TAVI, et puis pour 10%, elle a été faite après le TAVI. Qui, comme ça, paraît pas très logique, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément absurde. Alors, quel est l'intérêt des différentes stratégies ? Parce qu'avant, on faisait toujours avant, si je puis dire. Et puis, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc, avant, c'est beaucoup plus facile dans les coronaires quand vous n'avez pas encore de TAVI. Le risque, c'est que, enfin, pas le risque, le bénéfice attendu, c'est que si vous avez dilaté les artères avant, vous avez moins de risque d'avoir une ischémie pendant votre procédure de TAVI. Le fait de le faire après le TAVI, c'est que finalement, vous avez aussi un malade qui n'a pas de rétrécissement aortique, donc sa mnémodynamique va être plus stable. Et si l'angioplastie est complexe, ça sera peut-être mieux toléré par le patient une fois qu'on a levé son obstacle aortique. D'autant qu'un certain nombre de malades n'auront peut-être plus d'ischémie une fois qu'on aura dilaté à l'aorte. Donc, ces stratégies et le fait de le faire en même temps,
qui pourrait avoir une certaine logique. L'avantage, c'est que vous faites un seul abord, vous faites une seule procédure. L'inconvénient, c'est que vous utilisez plus de contraste et vous exposez le malade à plus de complications. Alors, Kamel, quel est toi ton point de vue là-dessus et sur à quel moment il faut faire les choses? Ouais, d'abord, je voudrais vous dire que faire un sketch avec le professeur, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, c'est pour ça que... Et en même temps, c'est un sujet qui n'est pas si controversé que ça, parce que vous allez voir qu'en définitive, c'est le bon sens et qu'il n'y a pas d'attitude très dogmatique dans ce sens-là. Et quand on regarde globalement les études, les registres, etc., qui parlent de ça, il y a un certain nombre de messages qui sont assez clairs. C'est que quand on a des atteintes coronaires associées à un rétrécissement aortique, il est évident que notre pronostic est plus mauvais. Que quand on dilate les gens qui ont un rétrécissement aortique, que ce soit pendant, avant ou après, eh ben, on a beaucoup plus de complications, c'est-à-dire que c'est des malades qui sont plus complexes. Et là, par exemple, quand on regarde dans cette étude, on multiplie quasiment par 3,5 la mortalité chez les patients qui ont eu une angioplastie et un TAVI versus ceux qui n'avaient pas besoin d'angioplastie. C'est pas ceux qui n'ont pas eu d'angioplastie alors qu'ils auraient dû en avoir. Et que ce pronostic qui est plus mauvais, ce n'est pas un pronostic qui est lié uniquement à la procédure d'angioplastie et de TAVI, mais c'est quelque chose qui se présente ensuite. Donc il s'agit de patients qui sont plus complexes avec, comme vous le voyez, en termes de mortalité, une différence significative entre ceux qui ont un geste sur les coronaires versus ceux qui n'en ont pas. Et si on regarde, c'est ceux qui ont une pathologie coronaire et ceux qui n'en ont pas. Premier message. Deuxième message, il est clair qu'on parle souvent de problématiques rénales chez ces gens-là. C'est des gens qui sont âgés, qui ont un rétrécissement aortique, qui ont souvent des insuffisances rénales fonctionnelles. Et quand on associe les deux en même temps, on utilise beaucoup plus d'iode. Même si on les fait avant. Et maintenant, on a tendance à raccourcir les délais de 3 mois, etc. Parce que laisser un RAC serré, symptomatique, attendre pendant 3 mois, c'est toujours risqué. Malheureusement, ici, on vit souvent la demande de TAVI qui est déposée, le scanner qui est là en attendant la prise en charge, etc. Et un jour, le médecin qui adresse le patient t'appelle pour te dire malheureusement, le patient est décédé. C'est arrivé de nombreuses fois. L'autre problématique qui se pose pour revenir un peu à nos climats, c'est que pourquoi ce n'est pas réellement un problème de controverse, c'est quand vous regardez le nombre de TAVI qu'on implante au Maroc, qui est vraiment rikiki. C'est une considération qui, honnêtement, pour nous, est secondaire. Hein, c'est dans les grands volumes que... Ça va augmenter. Je l'espère, je l'espère. Ça fait 5 ans que j'attends que ça augmente, peut-être à ma retraite. Et quand on regarde toujours le même registre, donc je vous ai dit, voilà, quand on regarde un registre américain sur de 22 000 patients, etc., c'est un peu la même tendance, en sachant que cette mortalité semble être plus élevée quand on fait les choses dans le même temps. C'est-à-dire que vous avez une mortalité qui est beaucoup plus élevée quand l'angioplastie est faite dans la même hospitalisation, pas nécessairement dans le même temps que l'angioplastie. Globalement, c'est ce que disait Emmanuel, globalement, c'est le RAC qui détermine le pronostic. La logique voudrait qu'on commence par mettre un TAVI et qu'on s'occupe des coronaires après. Le souci, c'est que les problèmes techniques générés par ça font que souvent, on se sent plus à l'aise pour faire une angioplastie avant d'avoir implanté une valve, parce que la valve peut être un élément qui nous dérange au moment où on va faire l'angioplastie. Et Emmanuel en parlera, je pense, à la fin, des techniques. Alors, les 3/4 des patients qui ont eu une angioplastie ont eu une angioplastie avant le TAVI, pour les raisons dont je vous parle. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à l'aise pour dilater les coronaires avant qu'on implante la valve, malgré le fait qu'on sait que ce sont des malades qui, hémodynamiquement, restent des malades. Si ça se passe mal, l'angioplastie, si je commence à dilater une IVH et un malade qui a un RAC, que je la dissèque et que j'ai du mal à rétablir le flux dans les minutes immédiates qui suivent cette dissection, le malade meurt. Donc la problématique est celle-là. Il n'a pas de réserve qui lui permette de supporter un accident procédural ou une complication procédurale pour laquelle on a du mal et donc on passe du temps à
à restaurer le flux. Dans le fait de la faire dans le même temps, la même chose. On a aussi une problématique qui est liée à celle de l'utilisation du contraste. Plus on va faire les deux en même temps, et donc on va utiliser du contraste pour l'angioplastie coronaire, ensuite pour la procédure de TAVI, chez des malades qui ont souvent des fonctions rénales limites, etc. Et donc l'impact sur le rein, et on doit en tenir compte. Bon, c'est compliqué de dire à un malade qui doit se faire dialyser parce qu'on lui a réalisé une angioplastie à un TAVI. Et enfin, la mortalité diffère de manière significative quand on fait des angioplasties avant ou pendant le TAVI. Vous voyez 3,7,2.2, ce qui reste des chiffres pas énormes, hein, etc. Et dans ces études-là, c'est souvent des valves en plus, balloon expandable, c'est des valves qui ont la réputation de nous permettre un accès coronaire plus simple que les valves dont vous parlez, les self-expandable dont vous parlez, Emmanuel, et qui, elles, couvrent l'ensemble du culot aortique et qui nous rendent la procédure un peu plus complexe. Mais si on regarde cette étude-là, l'étude d'activation, c'est où on a comparé un groupe de patients, où on a randomisé des patients entre angioplastie ou pas angioplastie sur des pathologies coronaires associées à un remplacement valvulaire aortique percutané, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. La seule chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire que parmi les patients qu'on ne voulait pas dilater, 10% ont bénéficié d'une angioplastie. Pourquoi? Parce que leur condition clinique a nécessité ce geste. Si on regarde ça, 10%, ça paraît pas énorme. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager, se dire, voilà, je ne touche pas au coronaire, j'interviens si jamais il se passe quelque chose avant, pendant ou après. Et autre élément, c'est que dans cette étude, il y a quand même peu d'événements dans l'angioplastie chez ces patients-là. C'est probablement aussi l'évolution des techniques, l'amélioration du matériel, etc. Et donc, dans cette étude-là, il n'y a pas d'intérêt réel à revasculariser les patients avant de mettre une prothèse par voie percutanée. Quand il s'agit de malades plus complexes, c'est-à-dire des troncs communs, des bifurcations, des rotablators, etc., là, évidemment, ce sont des procédures complexes qui ont un impact. Et vous voyez qu'il y a globalement 25% de MACE chez ces patients-là. Et quand on fait l'angioplastie dans un deuxième temps, on a moins de problèmes que quand on l'a fait pendant ou après. Voilà de manière, sur un plan clinique, comment ça se passe globalement. C'est ce qu'on fait de manière... Vous voyez que les arguments factuels, ils sont... ce ne sont pas des arguments qui sont formels. Ça, par exemple, vous avez un patient qui a une lésion très sévère de la bifurcation IVA diagonale, donc qui va concerner une grande masse myocardique et dont le pronostic laissé comme ça est très probablement mauvais. Évidemment que dans ce cas-là, on va dilater le malade avant de lui mettre son TAVI, ou on peut considérer qu'on va le faire pendant le TAVI ou après le TAVI. C'est une angioplastie complexe de bifurcation qui est complexe. C'est une angioplastie où on va mettre beaucoup d'iode. C'est une angioplastie qui va durer longtemps, etc. Donc, c'est soit ce genre de malade, c'est soit avant, soit après. Après, par contre, il faudra prendre beaucoup de précautions pour pouvoir cathétériser l'artère et travailler dans des conditions techniques simples. On vous en parlera tout à l'heure. Ça, c'est une malade qui a été faite à Casa et qui avait 83 ans, qui avait une lésion du tronc commun distal et que j'avais réalisé dans le même temps que le TAVI. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que techniquement, c'était simple. Évidemment, on se plante parfois et on part sur quelque chose de simple qui devient complexe. Celle-là, elle ne nous a pas fait de mauvaise surprise. C'est une procédure qui s'est passée simplement. Il faut bien avoir un protocole dans sa tête de ce qu'on doit faire, une stratégie claire, le matériel doit être sorti, etc., etc. Et on va utiliser très peu de contraste et on va pouvoir réaliser l'angioplastie telle qu'on l'a prévue quand la malade est quasiment endormie, puisqu'ici on les endort encore,
pour son TAVI. Donc on lui réalise son angioplastie du tronc commun et ensuite on lui pose la valve. Et on lui pose la valve en faisant attention là aussi que la valve ne vienne pas obstruer les coronaires. Ça c'est le scanner qui nous permet de savoir si les sinus sont confortables. Le positionnement de la valve ne doit pas être trop haut pour éviter justement d'obstruer la valve. Et voilà, dans ce cas-là, on a réussi à avoir un résultat d'angioplastie tout à fait cohérent et une valve avec un résultat parfait au bout de 62 minutes de procédure, ce qui est loin d'être très très long, et 180 cc d'iode, ce qui n'est pas énorme pour une procédure de ce type. Ce type de patient, par contre, qui a une lésion extrêmement serrée d'une marginale, etc., il paraît tout à fait inutile et même délétère d'aller dilater cette artère chez quelqu'un qui a un rétrécissement aortique calcifié serré. On va lui mettre sa valve, on va la mettre sous traitement médical. Elle n'aurait même pas de RAC que cette lésion, normalement, on ne doit pas y toucher. Si un jour elle devient symptomatique, on peut toujours y aller, même si c'est complexe, même si on n'y arrive pas. Le pronostic vital du patient n'est pas remis en question. Et il faut toujours garder en tête qu'il est possible de dilater des malades après avoir posé une valve. Là, c'est une valve self-expandable, c'est celles qui sont les plus complexes à poser. Et encore, quand je l'ai posé, je ne l'ai pas posé de bonne manière parce que, bon, tu vois que les commissures ne sont pas alignées. Mais malgré ça, au moment où elle fait un syndrome coronaire aigu, eh ben, on arrive, même si on galère un peu, on met 8 minutes à passer le guide. Et alors, on a mis 8 minutes à passer le guide, ce n'est pas la mort. Il nous arrive parfois d'en mettre plus sans valve. Et on réussit quand même à les dilater. Il faut juste connaître les techniques, c'est-à-dire utiliser des sondes plus courtes, être patient. Il y a des techniques qui nous permettent de faire ça. Et voilà, et le choix du cathéter est fondamental. L'utilisation d'extensions de cathéter est fondamentale. Donc, c'est des choses qu'on apprend et qu'on finit par réaliser et obtenir des résultats tout à fait. Donc, ne pas considérer que l'existence d'une valve... Par contre, sous nos climats, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on pose tellement peu de valves que les cathétériseurs sont très peu confrontés à ce type de situation. Si je faisais un sondage, je suis sûr qu'il y a quasiment 0 ou 1 personne qui un jour a reçu un infarctus ou un syndrome coronaire aigu chez quelqu'un qui a un TAVI. Alors que dans les pays où on met beaucoup de valves, les cathétériseurs reçoivent beaucoup plus de malades et donc ont évidemment une expérience supérieure et donc une performance qui va être supérieure à la nôtre. Sachez que c'est faisable, etc. Et donc voilà, pour moi, il ne faut pas les dilater, sauf si c'est un tronc commun. Et moi, honnêtement, je préfère le faire avant, pour être tranquille après. Il y a aussi chez nous le nomadisme médical des patients. C'est-à-dire qu'il va se retrouver le jour où il a mal à la poitrine, pas nécessairement chez la personne qui a posé la valve et qui sait comment il l'a posée, etc. Et que c'est réellement une problématique pour le jeune cathétériseur qui, à 1h du matin, est appelé pour dilater une artère à travers une valve. C'est un véritable problème. Voilà. Emmanuel, je te laisse continuer pour expliquer quelle est l'importance de probablement poser nos valves d'une manière beaucoup plus appliquée, en respectant un certain nombre d'éléments, pour que, justement, après, cette problématique se pose moins. Alors c'est vrai que c'est un problème qui peut arriver. C'est pas toujours difficile, mais parfois ça peut l'être. Alors comme notamment, vous voyez là c'est un cas où c'est une valve, hein, donc vous avez les leaflets de la bioprothèse chirurgicale, dedans il y a la prothèse, le TAVI self-expandable, donc ça peut parfois être effectivement assez complexe de retourner dans ces artères. Alors en pratique, c'est intéressant aussi de regarder quelle est la fréquence avec laquelle potentiellement vous allez devoir retourner dans une artère coronaire chez un patient qui a un TAVI. Ça, c'est des données de registre. Si vous prenez du tout venant, à 10 ans, en moyenne, vous avez 9% de risque de retourner faire une angiographie ou une angioplastie chez un patient qui a eu un TAVI. Alors 9% à 10 ans, hein, pour des patients qui ont une moyenne d'âge à l'entrée souvent autour de 80 ans, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Et si on regarde ça par âge, vous voyez que sur les gens de 80 ans et plus, c'est-à-dire la courbe en orange et en marron, on est plutôt autour de 5% à 10 ans. Hein. Donc 5% à 10 ans,
ça paraît, voilà, c'est pas nul, mais c'est pas non plus très fréquent. Voilà, je t'interromps pour te dire que comme ici, les prises en charge, on nous les donne que 10 ans. chez les octogénaires et le nonagénaire, donc on en est là. Il est rare qu'on pose des TAVI ici à des gens qui ont un âge, sauf ceux qui payent, ils sont pas nombreux, hein, mais ils sont dans la merde. Alors effectivement, comme tout à l'heure pour le risque coronarien, qui diminue avec, enfin qui augmente de façon avec l'âge, ben là, la probabilité de retourner chez un patient plus jeune est évidemment plus élevée. Alors en pratique, il y a les deux valves, on a dit, la balloon expandable qui est beaucoup plus courte, la valve de la Sapien, donc normalement donne moins de problèmes de réaccès au coronaire, hein, parce que normalement elle n'est pas censée couvrir, aller jusqu'à la hauteur de l'ostium coronaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et un des problèmes de cette valve aussi, comme pour toutes les valves, c'est si vous mettez les montants les commissures de la prothèse, du TAVI en regard de la coronaire, vous allez vous compliquer la vie. Mais on comprend bien que c'est plus souvent avec ce type de valve-là. Hein, mince, là, j'ai pas fait ce qu'il faut. Ouais. Celle-là, vous voyez que c'est plus difficile de retourner dedans, même si les cellules sont en réalité assez grosses, hein, les cellules qui sont en regard des coronaires, parce que ça fait l'équivalent de 12 French. Donc normalement, on doit pouvoir cathétériser avec une sonde de 6 French. Et l'importance, vous voyez, c'est le positionnement des commissures de la valve. Il y a 3 commissures dans la prothèse. Et si votre commissure est bien alignée sur les commissures natives, eh bien, vous avez effectivement un accès totalement libre, enfin beaucoup plus simple, en tout cas vers l'ostium coronaire gauche ou au coronaire droit. Et ça s'obtient, c'est tout à fait faisable, hein, d'aligner les prothèses sur les commissures. C'est juste une technique de pose qui nécessite d'analyser le scanner avant, de s'assurer du positionnement de la naissance des ostias coronaires. Et puis vous avez des marqueurs sur la prothèse maintenant, ou même dans les anciennes versions où il n'y a pas de marqueur, il y a une façon d'introduire la prothèse, ce n'est pas la question du jour, mais qui permet d'avoir une probabilité d'alignement sur les commissures qui est bien plus élevée. Et vous voyez que quand on fait ça avec de l'accurate, qui est aussi une valve expandable, ou de l'évolute, l'échec de cathétérisation, qui est en général un peu plus fréquent, je le dis pour la droite que pour la gauche, est de l'ordre de 5%. Et donc la technique de pose est fondamentale pour pouvoir réaccéder au coronaire. Il faut y penser quand on fait l'acte. On est content d'avoir fait la TAVI, mais si le patient revient quelques années après, c'est bien aussi de pouvoir réaccéder. Alors les choses ont également évolué sur le plan technique. Vous avez ici, sur cette nouvelle version de l'évolute qui ne doit pas être encore ici disponible, vous avez 3 petits points noirs, vous voyez, qui sont radio-opaques et qui correspondent aux 3 commissures et qui vont vous aider, avec vos repères anatomiques, à aligner la valve sur la commissure, sur les commissures de la valve native, et donc de simplifier les choses. Et puis la version encore suivante, qui est la FX+, là, carrément, les cellules qui sont en regard des coronaires ont été ouvertes. Hein, il y a 4 cellules qui sont fusionnées en une seule. Donc ça, c'est la FX+. Donc vous avez un énorme trou en face de la coronaire gauche et de la coronaire droite. Et donc normalement, ça, le réaccès des coronaires va être grandement simplifié, justement pour pouvoir faciliter la prise en charge de patients plus jeunes ou coronariens sur lesquels on voudra revenir dans un deuxième temps. Donc ça, ça va venir, je pense, très rapidement, y compris ici. Alors, je vais te laisser peut-être conclure, Kamel. Donc, même si, effectivement, c'est assez fréquent hein, de retrouver des lésions coronaires chez les patients qui ont un TAVI, il semblerait, quand on regarde comme ça, qu'il y a un certain bénéfice, je dis bien il semblerait, et certains bénéfices à dilater. Il y a une étude randomisée quand même. Oui, absolument. Oui. Mais il y a aussi beaucoup d'arguments qui démontrent. Moi, je reviens toujours à nos populations. Ici, on n'est pas dans le même cas de figure que les populations beaucoup plus jeunes, etc., qui bénéficient de TAVI en Europe. Il est clair que faire avant, pendant et après, je pense qu'on a été assez clair, a de l'importance, mais là aussi, c'est au technicien de décider s'il est capable de faire ça vite, dans le même moment que le TAVI, etc., ou s'il a la capacité de le faire après. Dans ces cas-là, il faut prendre les précautions dont on parlait Emmanuel. Il faut honnêtement, par contre, se limiter au tronc commun, à l'IVA proximal, etc. Il ne faut pas aller chercher à dilater des artères qui n'ont aucun impact pronostic réel. L'alignement
saignement commissural dont parlait Emmanuel a une importance. Et là, j'encourage les gens qui font du TAVI, etc., à prendre en compte cet élément. Il ne suffit pas de poser une valve et de se dire, voilà, elle est bien posée, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de gradient. C'est un élément, on appelle ça le lifetime management. C'est un élément qui devient important dans les techniques de pose de valve. Ce qui se passe, c'est que l'évolution technologique et les nouvelles valves, etc., vont probablement nous permettre de passer outre cette problématique et que très probablement, dans les années à venir, on va d'abord traiter le RAC, qui est l'élément pronostic majeur, et qu'ensuite, on pourra s'occuper des coronaires le cas échéant. Voilà, je vous remercie.